Nous allons parler du Niger, le terrorisme et le classement en zone rouge par Paris, l'indignation à Niamey. On va parler aussi de la Guinée. La situation semble, la CEDEAO, semble privilégier la stabilité au détriment de l'alternance selon l'opposition. Le Mali, l'opposition prévoit de nouvelles manifestations, mais on le verra que la situation est assez volatile actuellement dans le pays. Et puis le Togo, l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 15 septembre prochain. Nous analysons tous ces sujets ce soir avec Dimas Dikodo de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Face à vous, Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Francisco. Bien, le Niger pour commencer. Je suis furieux contre la France, crie Mahaman Rabiou Bachir. À Niamey, la colère et l'indignation ne retombent pas une semaine après la décision de Paris plaçant en zone rouge l'ensemble du Niger à l'exception de la capitale Niamey. Si la France va jusqu'à classer le Niger en zone rouge, alors c'est très simple, que les Français ferment leur ambassade et leur base militaire qui abrite la force anti-djihadiste Barkhane près de Niamey, lance-t-il la voix étouffée par les bruits de moteurs et des klaxons. Le fait ici, Dimas, que pour Paris de placer, j'ai regardé un peu la carte tout à l'heure, tout le Niger est en rouge, sauf Niamey, qui est en orange. L'orange est très proche du rouge, c'est-à-dire zone déconseillée aux ressortissants français, mais ça sert aussi de référence aux Occidentaux en général. C'est une bien mauvaise nouvelle pour Niamey. Ouais, et ce n'est pas la première fois la France déconseille à ses ressortissants d'aller vers ces zones qu'ils considèrent comme zones à risque ou à haut risque. Je pense que ce n'est pas quelque chose de définitif. Il n'y a pas question de s'alarmer. C'est vrai que il y a un certain nombre de pays qui vivent sur le tourisme. Le Niger en fait partie. Et dire cela au niveau économique, ça a des avantages. Mais est-ce que la France peut ne pas le faire? C'est ça le problème. Parce que la zone où les Français étaient attaqués la fois dernière n'était pas réputée zone dangereuse. Oui. C'était une zone cool où on ne prend pas grande disposition pour aller visiter parce qu'il n'y a jamais eu d'attaque terroriste dans ces zones-là. Oui. Et si ces zones tranquilles ont été attaquées, rien ne dit que les autres zones, d'ailleurs pour la plupart qui sont orange par le passé, rien ne dit que ces zones sont fréquentables. Et donc, pour plus de prudence, on déconseille aux ressortissants, parce que ce qui s'est passé, on n'a pas encore trouvé les tenants et les aboutissants, les instigateurs, ceux qui étaient derrière ces attaques-là. À partir du moment où cela n'est pas encore solutionné, on ne peut pas conseiller aux ressortissants, allez partout où vous voulez. Quand on sait que tout le monde est d'accord que en réalité, ce n'est pas les deux Nigériens qui accompagnaient les Français qui étaient visés. Eux, ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais en réalité, c'est les ressortissants français là qui étaient visés. Et on est venu complètement les décimer, tous. Et je ne vois pas pourquoi un État responsable peut conseiller à ses ressortissants d'aller les yeux fermés dans toutes ces zones. Je pense que et le Niger et la France doivent se mettre ensemble pour faire un travail de ratissage large sur le terrain de façon à sécuriser les zones pour pouvoir permettre aux touristes d'arriver. Et ça commence d'ailleurs par l'arrestation des instigateurs et des exécutants de ceux qui ont commis ces crimes inadmissibles, et pour pouvoir mettre la confiance dans le cœur et dans l'esprit des Nigériens
et des touristes. Alors donc, clairement, tout gouvernant sérieux ferait exactement ce que Paris vient de faire, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de ressortissants français au niveau du Niger. Et les gens peut-être qui prévoient d'arriver, il faut leur donner des repères pour qu'ils sachent que le pays où ils vont est dangereux. Oui, c'est normal, c'est de bon ton pour la France de protéger ses citoyens et de donner, n'est-ce pas, les dispositions pratiques pour ne plus tomber dans ce genre de situation. C'est ce que souvent manque chez les pays africains qui ne pensent pas à la protection civile réellement de leurs concitoyens. Donc la France, en prenant cette décision, mais malheureusement, n'a pas élargi, n'est-ce pas, cette prise de décision et concerté les Maliens, parce que Dimas l'a dit tout à l'heure, c'est l'économie tout entière en réalité. Et lorsque de ces genres de décisions sont prises, et que le commerce, parce que ces pays sont des pays, surtout sans littoral, qui, disons, acheminent leurs marchandises et par, que ce soit le Bénin, le Togo ou le Ghana. Donc, voyez-vous que cette décision, par exemple, en principe, doit systématiquement impacter l'acheminement des marchandises vers le Niger. Parce que quand on dit tout le Niger sauf Bamako, vous voyez que c'est extrêmement grave. C'est dommage ce qui arrive vraiment à nos pays, surtout là où sévit le terrorisme. Parce qu'il y a quelques années, je le dis souvent, moi j'ai circulé à voiture de Lomé à Niamey, Niamey Bobo, Ouaga, à voiture. C'était quand même des endroits paisibles, très, très paisibles, où l'on passait sans problème. Mais aujourd'hui, voir que cette décision, pour le prendre aujourd'hui, ça va être vraiment difficile. Et vraiment, j'encourage nos compatriotes qui, par la route, arrivent à acheminer les marchandises de Lomé à Niamey, et que Dieu les protège. Voilà. Mais en même temps, est-ce que cette décision ne montre pas aussi l'échec de la France qui est engagée avec l'opération Barkhane auprès des pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme? Mais bien sûr, c'est un échec puissant. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un échec voulu? Parce que tout le monde sait que les djihadistes, comme on les appelle ainsi, les terroristes qui sont derrière ces attaques, ne fabriquent pas des armes, ni n'achètent ces armes au Niger ni au Mali. Et donc, c'est des gens qui sont entretenus, nourris, alimentés, approvisionnés en matériel par ces Occidentaux-là. Et donc, à partir du moment où c'est eux-mêmes qui élèvent de petits serpents qui deviennent des serpents dangereux, qui les mordent maintenant, je ne vois pas pourquoi on peut leur attribuer des lauriers et dire qu'ils ont réussi. À moins qu'ils aient réussi dans ce qu'ils voulaient faire comme plan machiavélique, c'est-à-dire que semer la terreur pour qu'on puisse toujours leur faire recours, pour qu'ils soient toujours présents. Et quand ils sont présents sur vos territoires, ce n'est pas pour vos beaux yeux, c'est pour pouvoir vous spolier de tous vos biens, exploiter vos minerais, essayer d'emporter tout ce qui vous est cher pour pouvoir aller exploiter ailleurs. Et donc, d'un côté, oui, ils ont échoué politiquement du point de vue de l'opinion. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir leur mission première, la mission déclarée qui est d'amener la tranquillité et la paix dans la sous-région là-bas. Mais
quelque part, ils ont réussi. Ils ont réussi à se faire toujours désirer. Ils ont réussi à se mettre au centre de tout. Ils ont réussi à se rendre incontournables de façon à ce que, à chaque fois, qu'on soit obligé de leur faire appel en disant que venez nous au secours parce que nous sommes attaqués de gauche à droite, alors que tout le monde sait que ces djihadistes sont entretenus par eux-mêmes. C'est eux qui fournissent les armes, c'est eux qui les surveillent, ils connaissent leurs mouvements. Et ils ont une base à Agadez. Et dans cette base, ils ont des drones qui surveillent toute la région, qui contrôlent tous les mouvements des djihadistes, de gauche à droite. Ces drones posent, décollent à chaque bout de temps. Ce qui veut dire que rien ne leur échappe dans le désert. Or, on sait que ces djihadistes quittent le désert pour aller frapper et revenir. Vous avez vu une fois des vidéos circuler où on a vu les troupes françaises suivre de près ces soi-disant djihadistes dans tous leurs mouvements jusqu'à ce qu'ils aient frappé. Au moment où ils devaient l'attaquer, ils ont reçu l'ordre de les laisser, de ne pas les toucher. Alors, qui se moque de qui de qui se moque-t-on au juste? Donc, ce qui veut dire que quand on a déjà à Agadez ces bases militaires qui surveillent tout le désert, quand on a un peu plus haut de d'Agadez plutôt, on a Tamaracet, où il y a toujours ces bases militaires françaises là-bas qui surveillent toute la zone, on ne peut pas s'étonner que c'est eux qui ramassent les lauriers, en tout cas le grand profit de la violence qui se déroule là-bas, simplement parce que ils ont tous les moyens d'anéantir cela, d'arrêter cela. Mais quand ça continue, ça veut dire qu'ils en tirent profit. Je vais terminer en donnant l'exemple de ce qui s'est passé à Radisson Blu au Mali, où des ravisseurs étaient venus, du moins, je ne sais même pas quel nom leur donner, djihadistes, terroristes, téléguidés. Ils étaient venus, ils ont pu frapper, et quand ils ont fini les opérations, on a vu des drones français et américains se positionner là-bas et qui montraient la position de ces terroristes aux forces spéciales maliennes pour pouvoir les attaquer un à un. Vous voyez? Mais comment se fait-il que depuis qu'ils quittaient leur base jusqu'à arriver là-bas, jusqu'à arriver à l'hôtel, on ne peut pas les empêcher d'opérer, mais on les a laissés opérer avant de chercher ça veut dire que c'est des attaques très calculées, très téléguidées. Et moi, je continue toujours pas à dire que le terrorisme n'existe pas. C'est des Occidentaux qui fabriquent des gens, qui le manipulent, qui téléguident pour atteindre des objectifs bien précis. Et donc, quelque part, ils n'ont pas perdu, ils ont toujours... Non, avant votre question, même lorsqu'on remonte à Ben Laden, Ben Laden, c'est un produit américain. C'est eux qui l'ont entretenu jusqu'au moment où... Et voilà. Donc... En même temps, est-ce que les Nigériens n'ont pas à s'en prendre à eux-mêmes? Parce qu'on ne peut pas troquer sa sécurité contre, moi je ne sais quoi. Là, c'est pas la France qui va venir faire la sécurité du Niger non plus. Non, c'est que aujourd'hui toute l'Afrique est déstabilisée. Qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est totalement déstabilisée par les Occidentaux. C'est que depuis un moment, ils ont l'habitude de dire que l'avenir du monde c'est l'Afrique, la croissance c'est en Afrique. Et vous aurez pu constater que depuis un moment, ce n'est pas chose seulement au Togo, dans tous les pays, c'est les firmes françaises, et sinon européennes, américaines, tout le monde cherche à prendre sa part de gâteau. Et ça marche bien. Lorsqu'on décrète la zone rouge à ne pas circuler, ou lorsque le terrorisme sévit dans une région, allez-y voir ce qu'on extrait là-bas. Tous ces sous-sols-là, du Mali au Niger, Burkina, c'est des endroits très riches où on extrait des minerais, de l'or. On a même passé une fois, lorsque deux hélicoptères français se sont
télescopé, où il y avait un hélicoptère Tigre et puis un hélico Apache, où je vous disais que Apache, c'est pour pratiquement le transport de troupes. Et le nombre de personnes décédées dans l'accident, ça n'avait rien à voir avec les troupes. Ça veut dire, ça suppose que c'est de la marchandise que les gens sont partis et enlevés. Donc, notre Afrique, on ne l'a pas vite compris. On a ouvert l'Afrique à la démocratie et aussitôt après, cette démocratie est charcutée de part et d'autre. Et quand vous voyez, c'est tous nos appareils. Et quand vous voyez, même les sociétés privées qui s'installent, hein, et vous voyez les Blancs, même si les Noirs venus de l'Europe, c'est souvent des agents de renseignement. Et là, c'est compliqué aujourd'hui. Les Maliens, c'est toute l'Afrique qui doit s'en vouloir parce que nous avons déstabilisé l'Afrique, nous avons vendu, sinon donné l'Afrique cadeau aux Occidentaux et qui en feront ce qu'ils veulent parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont, c'est eux qui ont la manette et qui peuvent organiser l'enlèvement d'un chef d'État ici, qui doit gouverner ici, qui ne doit pas être ici, et quelle industrie nous devons prendre. Et c'est ça, la Russie, tout le monde est là-dedans, et chacun est là pour prendre sa part de gâteau. Alors, beaucoup disent que ce sont les Occidentaux, notamment la France, qui attirent les terroristes dans ce pays. Et vous l'avez rappelé, hein, ces gens qui sont venus, les deux Nigériens, n'étaient qu'au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est les Occidentaux qu'ils cherchaient. Et on entend de plus en plus d'appels au départ des Français et des Occidentaux en général. C'est pas qui les attire, c'est eux-mêmes qui fabriquent ces terroristes. Ils les fabriquent pour pouvoir les utiliser. C'est des pions qu'ils déplacent pour atteindre des objectifs précis. Alors, aller perdre 2, 3, 4, 5, 6 Français, ça ne dit rien aux capitalistes. Si on peut aller piller toute une réserve de chloroquine dans la pharmacie, dans la réserve de pharmacie française, pour pouvoir empêcher les Français de se soigner de Covid-19, parce que quand la maladie est sortie, un chercheur de renom, un grand professeur a démontré que simple chloroquine peut guérir cette maladie. Et puis, pour réponse à tout cela, c'est qu'il y a une équipe qui est partie pour piller tout le produit dans la réserve de la pharmacie française. Alors, si on peut mettre des millions de Français, la vie des millions de Français en jeu, en leur privant des produits efficaces pour pouvoir s'en sortir de Covid-19, qui fait ses ravages, qui faisait ses démonstrations déjà en Italie et en Chine, qui décimait tout sur son passage, mais ce n'est pas sacrifier 6 Français au Niger qui peut valoir quelque chose aux Français. Mais pour quelle cause? Mais pour atteindre des objectifs capitalistes bien précis. Et l'occupation va continuer. C'est ça. Ça veut dire que vous avez obligatoirement besoin de nous. Maintenant, la France a toutes les raisons de s'inviter, à Niamey, C'est pas la faute à la France non plus. Mais je disais tantôt, la sécurité est du rôle régalien de chaque État. Oui, mais si Niamey n'est pas capable de faire sa propre sécurité et appelle à l'aide internationale, c'est pas la France qui est responsable. Si vous allez répondre tout de suite. On va aller à la première pause.